Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 31 de Vivant, une mort flamboyante avec Maya Latrobe. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Vivant. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'une célébrante laïque pas comme les autres, Madame Maya Latrobe. Le théâtre et la célébration d'une vie sont ses passions et elle livre une vision flamboyante du métier de célébrante laïque. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Maya Latrobe. Bonjour Maya, bienvenue dans Vivant. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas ? Écoute, ça va bien et puis merci à toi. Bonjour Teddy et merci de m'inviter. Ça me fait très plaisir d'échanger avec toi. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Maya, on s'est connus via Happy End, le site Happy End, voilà, sur lequel tranquillité.fr est référencé. Tu as bossé avec Sarah Dumont notamment, etc. Et voilà, est-ce que tu peux te présenter, m'en dire plus et nous en dire plus sur toi ? Bien sûr, je vais partir de Happy End parce que ça a été une très belle histoire pour moi, la rencontre avec Sarah Dumont. Quand j'ai commencé à réfléchir à ma reconversion professionnelle, enfin à identifier une reconversion professionnelle dans le funéraire, j'arrive du théâtre, mais on pourra peut-être en reparler. Ouais. Sarah, ça a été la première personne que j'ai rencontrée sur mon chemin. C'était l'amie d'une amie. On a déjeuné ensemble et ça a tout de suite marché. On a tout de suite vu qu'on avait des valeurs communes et une idée un peu commune de ce qu'on avait envie d'inventer dans le domaine du funéraire. Et donc, quand j'ai eu mon diplôme, c'était le 10 février, mon diplôme de conseiller funéraire, et ben, j'ai commencé le 11 février à travailler pour Sarah au sein d'Happy End. En fait, c'était le moment où on lançait l'annuaire professionnel Ouais. des nouveaux acteurs du funéraire, dont tu fais partie avec Tranquillité, et puis plein d'autres super prestataires. Et donc, moi, j'ai accompagné Sarah sur le lancement de cet annuaire jusqu'à début juillet. Voilà, sur les 4 premiers mois, j'avais pas encore envie tout de suite de me lancer comme créatrice de cérémonie, qui est mon projet de départ et le métier que je fais actuellement. La formation est assez courte, hein, c'est 2 mois et demi de formation. Et moi, non, 1 mois et demi de formation, et moi, j'avais fait 2 mois de stage en pompe funèbre. Donc, et on n'a pas le droit à l'erreur sur les enterrements, donc il y a quand même cette idée de pouvoir, de pouvoir un peu compléter sa formation avec des rencontres, en écoutant ce qui se fait, etc. Et Happy End, pour ça, c'était juste parfait, quoi. Ok, Ouais. donc du coup, tu t'appelles Maya. Oui, je m'appelle Maya. Tu as Maya quel âge Latrobe. Tu as quel âge, Maya? Tu viens J'ai d'où? 46 ans. J'ai 46 ans. Je suis née Tu en vas nous... 1975. Félicitations, Maya, félicitations. Du coup, ouais, on va reprendre un peu justement ton parcours parce qu'il y a vraiment un lien clair entre tout ton parcours à la fois privé, enfin en tout cas ton histoire personnelle et puis aussi professionnelle qui te mène à ce que tu fais précisément aujourd'hui. Et écoutez bien jusqu'à la fin parce que la vision de Maya est hyper intéressante et c'est hyper novateur. Maya, à mon sens, c'est un peu dans le futur, clairement. Et dans quelques années, je pense que toutes les cérémonies ressembleront à ce que propose Maya et ça sera super chouette. Euh, donc vas-y, ça commence quand ton Alors, histoire et tout ça? ça commence très très tôt. En fait, moi, déjà, à 16 ans, il y a des révélations de secrets de famille. Il y a des morts que je ne connaissais pas, voilà, dont on ne m'avait jamais parlé. Moi, je suis la quatrième enfant. On a toujours l'impression que des choses ont été dites, mais nous, les quatrièmes, souvent les petits derniers, voilà, on croit qu'on sait, mais les gens croient qu'on sait, mais en fait, on ne sait pas. Donc moi, il y avait plein d'histoires que je ne connaissais pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je ne savais pas que ma grand-mère s'était suicidée, par exemple, ma grand-mère maternelle, quand ma mère avait 17 ans. Je ne savais pas que mon grand-père
en découvrant le corps inerte de ma grand-mère était mort d'une crise cardiaque et que donc ma mère avait perdu ses 2 parents, le même jour à 17 ans. Je ne savais pas parce qu'elle n'en a jamais parlé à personne. Je ne savais pas non plus du côté de mon père que la sœur de ma grand-mère, que je connaissais très bien par ailleurs, que j'adorais et voilà, et qui est quelqu'un de formidable, mais qui a une histoire très, très lourde puisqu'elle avait, elle faisait des dépressions très, très fortes et donc elle a, un jour de grande, grande dépression, de grande souffrance, elle a tué son fils de 15 ans et elle a retourné ensuite, pas l'arme à feu, elle a tiré à la carabine sur lui, mais elle s'est tranché les veines. Elle a vraiment failli mourir, elle a passé un mois dans le coma, mais ils l'ont sauvée, mais alors que pour lui, ils n'ont rien pu faire. Et voilà. Et donc moi, j'ai découvert ces 2 histoires-là, pas en même temps, l'un en été, l'autre en hiver. Mais par contre, c'est venu, un peu, voilà. Un peu Enfin, spontanément, quoi. ben C'était non, pas c'est attendu. surtout venu bousculer l'image de la famille un peu normale. Voilà, moi, je m'étais imaginé que mes grands-parents étaient morts dans un accident de voiture, par exemple, du Mmh. côté de ma mère. Enfin, donc c'était quand même des histoires fortes que j'apprenais et c'est des tombes sur lesquelles on n'allait jamais. On n'allait jamais au cimetière. Mes parents sont des 2 athées, convaincus et on n'allait pas à l'église, on n'allait pas au cimetière, il n'y avait pas de rite. Voilà, et donc c'est des gens qui étaient absents de nos vies, en fait. Ce jeune garçon, par exemple, Jean-Antoine, il était absent de ma vie alors que c'était le cousin de mon père. Mon père avait 17 ans quand il est mort, il passait toutes ses vacances avec lui. Enfin, ça a été un deuil très important pour mon père. Et ma mère, évidemment, à 17 ans, perd ses 2 parents avec une histoire aussi tragique, ça l'a construite. Mais elle n'en a pas parlé. Et donc, voilà. Donc, les morts se sont invités très, très tôt dans mon histoire, on va dire. J'ai pas, voilà, j'ai pas plus travaillé cette question-là. Moi, en termes de vie professionnelle, j'ai d'abord fait des mathématiques. Ça ne m'a pas plu. Je suis allée faire de l'économie. Ça ne t'a Ça pas m'a plu pas non beaucoup plus. plus plu. Et puis finalement, j'ai découvert ce qui marchait très bien pour moi, qui était le monde du théâtre. En étant, en faisant beaucoup de théâtre en amateur, du théâtre et du clown en fait. Moi, c'était surtout le clown que je pratiquais, mais vraiment dans la sphère amateur. Et après, par contre, j'ai fait une licence de conception et de mise en œuvre de projets culturels. C'était les tout débuts de la médiation culturelle en fait. Ils initiaient comme ça des formations on était la première promo en fait à la fac de sociaux de Lyon 2 et on était voilà une trentaine à avoir des projets et des profils très différents et ça a été des rêves d'études quoi, vraiment, c'était génial et on a tous été donc il y avait un stage de fin d'année à faire et on a tous été embauchés par les compagnies ou les théâtres ou les structures qui nous avaient pris en stage. Et moi, j'ai passé 20 ans dans ce métier que j'ai adoré et dont 16 ans dans le dernier lieu que j'ai fait, qui était le théâtre Romain Roland de Villejuif, où je suis arrivée comme relation publique, puis chargée de communication, puis secrétaire générale pendant 11 ans. Voilà, et donc ça a été une belle histoire de famille, un grand bateau. C'était un théâtre et un cinéma et aussi une maison de création théâtrale. Donc, on emmenait des spectacles en tournée, etc. On faisait plein de choses, c'était chouette. Et du coup, à quel moment ça t'a rattrapé le funéraire? Alors après, en perso, j'ai toujours pris la parole aux enterrements. J'ai toujours trouvé que c'était important, sans que ce soit un modèle qui m'était forcément donné par ma famille, etc. Mais je me souviens de l'enterrement de la sœur de mon grand-père, donc celui qui est mort d'une crise cardiaque, donc qui était une Bretonne, une vieille fille infirmière militaire que j'adorais vraiment, qui était un peu ma grand-mère de cœur. Et quand elle est décédée après un long séjour en EHPAD, etc. Et donc, c'était dans un petit village en Bretagne. Et donc, évidemment, l'enterrement était à l'église, même si elle n'allait jamais à l'église, etc. C'était le protocole classique, on va dire. Et moi, j'avais envie de dire un texte sur elle, tellement je l'avais aimée. J'étais la seule de mes frères et sœurs à avoir fait le déplacement. C'était en Bretagne et tout le monde habitait plutôt en Rhône-Alpes. Je suis née à Grenoble, moi. Et, euh, et j'avais envie de représenter aussi la fratrie
et ce lien qu'elle avait eu vraiment de grand-mère qu'on avait tous aimé. Et donc, j'avais demandé au prêtre de dire un texte. Et puis, c'était un prêtre un peu en mode automatique. Ça arrive parfois dans les églises. Ils font plein de paroisses différentes. Ils ne connaissent pas vraiment les gens. Et là, il ne connaissait pas ma tante, ma grande-tante. Et donc, il a fait sa messe un peu anonyme. C'était pas très intéressant. Et ça ne parlait pas d'elle, surtout. Et puis, il a clôturé l'enterrement. Il a dit aux gens de partir. Et puis, je me disais, mais c'est dingue. Il va pas m'appeler en fait. Et du coup, je suis allée le voir et il me dit: «Ah, je vous ai oublié, bah tant pis». Et là, j'ai fait: «Ben non, pas tant pis, je vais le lire quand même en fait». Et il m'a dit: «Ils sont en train de partir les gens». Je fais: «Beh, c'est pas grave, je vais les rappeler». Et donc, je me suis montée à la tribune et je les ai rappelés. On n'était pas nombreux, hein, on était une quarantaine à peu près. Et ils sont évidemment revenus et j'ai pu dire qui elle était. J'ai parlé de. C'était une grande jardinière, ma grande-tante, mais c'était une jardinière de ronces et non pas de roses. Elle était jamais aussi heureuse que quand elle débroussaillait, etc. Et c'est ça que j'avais envie de raconter sur elle. Et voilà, et après, quand il y a eu on est allé boire un verre évidemment au bar du village et tout le monde a parlé d'elle avec qui elle était avant l'EHPAD en fait. Et c'est ça qui me tenait à cœur. Voilà. Tu as l'impression d'avoir débloqué quelque chose ce jour-là, enfin dans le sens où, pas pour toi, hein, mais vraiment pour les autres. C'est si jamais toi tu étais pas intervenu, du coup, est-ce que les gens, tu penses qu'ils se seraient chacun retournés dans leur coin et la discussion sur cette personne n'aurait pas continué en fait et chacun aurait gardé ça sous silence? En fait, elle était tellement absente de la cérémonie du prêtre que je pense que le risque, c'était qu'au bar, on ne parle pas d'elle. Tu vois, c'est ça que, enfin, je pense que c'est ça qui se serait passé. On se serait raconté nos vies, ce qui est très bien, hein, les enterrements. Des fois, c'est là où on revoit les familles éloignées, etc. Mais, mais commençons par parler du défunt, quoi, s'il vous plaît. Et puis c'était chouette de voir. Voilà, il y avait une amie d'enfance qu'il avait bien connue aussi qui me dit: «Mais c'est tellement elle, bien sûr, moi aussi je la vois avec son sécateur et et son sac, de voilà». Et puis une dame du village aussi qui était venue me voir, qui m'avait dit: «Vous savez, c'est super ce que vous avez dit», parce que c'est vrai que ma grande-tante, c'était une vieille fille un peu râleuse mais derrière, elle avait un cœur énorme, en fait. Mais quand on connaissait que son côté râleur, on pouvait passer à côté d'elle. Et du coup, j'aimais bien aussi avoir établi la vérité de qui elle était. Et tu penses que ça vient d'où, du coup, cette espèce de pudeur qu'on a tous aux enterrements, enfin tous, là, en tout cas la grande majorité d'entre nous, moi pour l'avoir déjà vécu à plusieurs reprises, tout le monde se regarde plus ou moins dans les yeux avec cet air un peu triste, et tu sais pas trop en fait finalement si tu peux faire autre chose que ça. Et on sent bien au fond, enfin moi je sentais à chaque fois que tu as besoin de dire quelque chose et que la personne qui est en face, elle aurait besoin de se dire autre chose que juste des banalités du style, même si c'est très bien les banalités, il n'y a pas de question, mais du style, rien du tout. Ouais, du style rien. Comment enfin, ouais, comment tu vas au mieux? Et sinon, ben, juste ce regard triste où tout le monde se regarde et tout le monde se croise et il se passe fondamentalement rien. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu systématiquement à chaque fois. Donc, En fait, on ne nous l'apprend pas, hélas. On nous apprend très peu à parler de nos émotions. A Alors, à la rigueur, on peut parler de la joie, on peut célébrer nos succès, mais partager nos chagrins, on ne nous apprend pas à le faire. Et voire même, on nous dit de garder ça pour nous. Et pour moi, ça fait vraiment partie quand j'accompagne des familles. Là, en mi-septembre, il y a quelques jours, enfin il y a 3 semaines, j'ai accompagné une famille où il y avait beaucoup d'amis du défunt. C'est un homme qui est parti de façon très rapide et il était assez jeune. Il avait du coup des enfants en bas âge. Mais il avait aussi un aîné qui avait 11 ans, qui était en cinquième, qui est un âge quand même compliqué quand on perd son père. Tous les âges sont compliqués, mais là, c'est quand même l'âge de l'adolescence, on construit, on devient adulte, etc. Et c'est vrai que la crainte dans les enterrements, notamment quand il y a des enfants, c'est que eux ne soient pas associés parce que les gens vont boire. Là, il y avait un verre du souvenir, donc il y avait un buffet avec du vin, avec tout ce qu'aimait le défunt. On avait construit le buffet comme ça. Et le risque, c'est que ce garçon-là, qui peut plus jouer au foot avec ses copains, qui peut plus être dans les bras de sa maman, il y avait 4 enfants, donc comme c'était le cas de ses petits frères et sœurs, le risque, c'est qu'il soit isolé à ce moment-là. Et donc, moi, j'avais travaillé avec les amis du père, qui était une grosse bande. Ils avaient pris la parole, ils étaient 22, tu vois, à venir prendre la parole. Alors, non, pas tous ensemble, mais 22 à venir ensemble sur l'estrade.
Et je leur avais dit, c'est très important de penser je ne vais pas donner le prénom, mais de penser à lui, à l'aîné, et de lui raconter comment son père parlait de lui, comment son père était fier de lui, et quelle anecdote son père avait pu leur raconter quand il faisait des dîners, des choses comme ça, pour que ça s'inscrive en lui très très fort. Voilà. Et pour moi, ça fait vraiment partie du rôle que pourraient tenir des pompes funèbres ou ce que je fais moi en indépendante, donc mon métier c'est accompagnatrice funéraire. Mais pour moi, c'est notre rôle en fait, d'apprendre à dire aux gens, vous savez, une cérémonie d'enterrement, on est là pour parler du défunt. Vraiment, c'est sa journée, quoi. Un peu comme parfois quand nos copains fêtent leur anniversaire, on leur dit éclate-toi, c'est ta journée. Et ben, alors l'idée, c'est qu'évidemment, il y a du chagrin, on va pas se mentir, hein, et parfois on peut pas parler tellement on est dans le chagrin. Mais essayons au moins, essayons, ça fait du bien. Et est-ce qu'il y a eu d'autres moments marquants dans ta vie qui t'ont mis voilà, sur ces réflexions et sur ce chemin? Il y a vraiment, moi je l'appelle ma cérémonie originelle. Quand je réfléchis un peu au chemin qui m'a amenée à travailler dans le funéraire aujourd'hui, c'est en fait, on a eu un drame immense dans ma famille. Tu vois, j'ai déjà la voix qui change. Ma sœur, qui a 3 ans de plus que moi, a perdu sa première fille, quand elle avait 17 jours. Il se trouve que moi, j'allais venir la voir. Elle est morte en fait le 31 avril 2005. Et moi, j'avais rendez-vous chez ma sœur pour les vacances. Je venais passer une semaine pour découvrir ma nièce. Et j'arrivais le 2 mai. Voilà. Donc, et, 2 jours après son décès. Et donc, je ne l'ai vue que morte. Moi, je suis la seule rousse de la fratrie. Et cette petite fille, elle était rousse. Elle était magnifique. Elle s'appelait Lucie. Et du coup, ça a été très important pour moi de m'impliquer dans l'enterrement. Parce que je ne savais pas quoi faire de ce chagrin. C'était horrible, c'était impensable. C'était une mort subite du nourrisson, inexpliquée, inexplicable, un arrêt cardiaque. En fait, elle n'a pas pu être sauvée. Ma sœur habitait dans la profonde campagne, il n'y avait pas d'hélicoptère. Enfin, je te la fais courte, mais c'était horrible. Et donc, je me suis dit, mais là, il va falloir vraiment qu'on s'entraide. Il va vraiment falloir qu'on mette de la lumière parce que ma sœur, elle n'arrivait plus à se lever le matin. Enfin, c'était terrible, quoi. Et donc moi, j'ai appelé tous les copains de Grenoble. Je leur ai dit, il faut que vous veniez, c'est hyper important. Tous ceux qui peuvent, il faut que vous veniez. Euh, il se trouve que mon meilleur ami de collège est le frère du mari de ma sœur. Donc et c'est un grand musicien, un grand saxophoniste. Mon frère est aussi un musicien, il joue de la guitare. Donc on a prévu qu'il y ait de la musique. Après, j'ai envoyé mon mec chercher l'hélium à 150 bornes. Il était ravi. Et voilà, parce qu'à la campagne, tout est compliqué, mais du coup, il l'a fait et il nous a ramené une centaine de ballons gonflés à l'hélium et on a fait un lâcher de ballons au cimetière et c'était hyper important d'avoir ce temps-là. On a réussi à choper la chapelle du village. En fait, ma sœur, elle tenait un gîte dans un tout petit hameau. Et ils avaient les clés de la chapelle qui était un peu abandonnée, dans lequel il y avait une messe par an. Du coup, on a appelé le prêtre qui nous l'a évidemment laissé. Et donc, moi, j'ai passé une journée à nettoyer cette chapelle, mais ça m'a aidée en fait. Et on a mis des fleurs partout, on a mis des photos de la petite. Euh, et puis, ma sœur, elle avait passé beaucoup de temps à écouter la calasse pendant sa grossesse. Donc, on a fait résonner la calasse dans cette chapelle. Voilà, beaucoup. On a saoulé les voisins, je pense, mais nous, ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis, enfin, on a dit le jour J, en fait, on a dit des textes, on a lu évidemment Victor Hugo, enfin, tout ce qui nous faisait du bien, en fait, tout ce qui nous aidait. Et après, on est allé au cimetière. Là, on a refait de la musique. C'est là qu'on a fait le lancer de ballon. On a redit encore un peu des poèmes. Et puis après, on s'est retrouvés tous sous un grand arbre, un peu comme le baobab en Afrique, tu sais. C'est un grand arbre
un peu improbable, hein, qui était dans un champ à côté du cimetière et c'était enfin, c'était au mois de mai. Et donc on est allé improviser, on est allé acheter des bières, des chips, des machins et on était sous cet arbre avec tous les copains d'enfance qu'on avait en commun avec ma sœur, qui était là et heu et on s'est fait du bien, vraiment. On s'est parlé, on s'est à cœur ouvert et le soir, en fait, ma sœur, elle m'a dit un truc, qui était, vraiment un cadeau parce qu'on était loin, 3 jours avant. Elle m'a dit, «C'était une belle journée, cet enterrement» et c'était vrai, c'était une belle journée par rapport aux autres et je me suis rendue compte ça a été très, très fort en moi, c'est-à-dire je me suis rendue compte de l'importance du rite funéraire parce que c'est long un deuil, hein, clairement. Moi, tu vois, je pleure encore quand j'y pense et tout. On va pas résoudre avec un bel enterrement la souffrance, voilà, de perdre un bébé, hein et et encore moins pour les parents. Mais par contre, quand ça va pas, on peut replonger dans ce moment-là où vraiment on s'est senti épaulé, on s'est senti, aidé, par les autres, on s'est senti aussi, éclairé par des textes de poètes ou par des chants de la Calas, enfin et ça fait du bien d'avoir, cette ressource-là. Voilà. Du coup, c'est un vrai, voilà, c'est au-delà de la cérémonie classique, c'est vraiment un exutoire, quoi. Un C'est le truc. rite c'est toute la fonction funéraire qui a été Normalement, oui, oubliée par les athées, je suis mais d'accord avec toi. ouais. Normalement, c'est toute la fonction de ces Mmh. moments-là. Sauf que, ben, aujourd'hui, Ah bah, aujourd'hui, on n'a pas ça. quand on est athée, c'est triste, hein. Moi, j'ai une collègue de travail qui était très, très croyante et qui était très impliquée dans sa paroisse et quand, elle est décédée, voilà, il y a quelques années, il y avait une messe dans l'église de son quartier. Franchement, c'était sublime, quoi. C'était sublime parce c'était elle, c'était complètement elle et c'est vrai que les religions, elles savent enterrer leurs morts. Quand c'est quelqu'un qui est croyant, qui fréquentait et cetera, ils savent très, très bien prendre ça en charge. Nous, les athées, les laïcs, on est un peu plus, c'est un peu plus compliqué, quoi. Moi, j'ai perdu ma mère il y a pas longtemps. Franchement, heureusement que j'étais, fraîchement, alors j'étais pas encore diplômée parce que voilà, j'étais encore à l'école, Non, mais voilà, tu avais des connaissances en tout cas sur le sujet. heureusement que je me suis occupée de la cérémonie, en fait, pour être claire. Parce Mhm. que si ça avait été le maître de cérémonie qui m'a été proposé, il fallait que je remplisse un tableau où je mette, les 3 valeurs de ma mère. C'est cauchemardesque de demander ça aux gens. Je veux dire, c'est horrible et c'est un texte par cœur que le gars va répéter à 11h, puis à 11h30, puis à 14h, puis à 14h30. Enfin, c'est pas possible, hein. Moi, je veux dire, j'étouffe, hein, si on fait ça, pour ma mère. Ça ne me convient pas du tout. Mhm. Et donc moi, voilà, on a enterré ma mère avec de la musique, avec qui elle était, quoi. Qui elle était, Ouais. c'est fondamental. Et du coup, aujourd'hui, avec toutes ces expériences-là, tu veux proposer quoi ou tu proposes quoi en Alors fait? je propose, je suis Oui, plus au c'est stade plutôt de ça. «je veux», mais Tu proposes. j'ai été, en effet au stade de «je veux», pendant une année. J'ai vraiment pris une année pour réfléchir à tout ça. Non, même pas, non, ouais. Si, un petit peu, voilà. J'ai identifié ce projet de reconversion, pendant un c'était un stage qui s'appelait «Accompagnement au retour à l'emploi». Mhm. Moi, j'ai fait un burn-out, hein, voilà, comme beaucoup de gens. C'est la maladie du moment. Donc, j'ai fait un burn-out à 45 ans, 44 et non, 45. Bon, je sais plus. En tout cas, en 2019, voilà, en 2019. Et ensuite, pendant le Covid, en mars 2020, j'ai bénéficié d'un programme génial par ma mutuelle Audience et par une boîte de coaching qui s'appelle Pacte Conseil à Paris. Et donc, c'est un programme qui s'appelle Accompagnement au retour à l'emploi et qui nous fait travailler sur nos valeurs, les choses qu'on a aimées dans notre précédent métier, etc. Et c'est pendant ce programme-là que j'ai osé affirmer le funéraire. En fait, je l'avais déjà en tête, mais quand j'en avais parlé alors j'en avais parlé avec des copains qui, alors évidemment, c'est «Oh, ah bon, mais c'est hyper triste. T'es sûr que tu veux faire ça?» Ou j'en avais parlé à un autre copain qui est très très drôle et qui m'avait dit «Ah bah c'est bien un projet de déprimé ça».
donc voilà. Et après, j'en avais parlé à ma conseillère APEC que j'adorais vraiment. Mais sauf que j'étais très fragile encore. Hein. J'étais vraiment en post-burnout. C'était 5 mois après le départ du théâtre et vraiment, j'étais encore bien, bien abîmée. Et donc, je lui en parlais en pleurant en même temps. Et là, elle m'avait dit: «Oui, alors c'est plutôt un secteur où ils cherchent des gens, qui sont à distance de leurs émotions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le laisse de côté, il y a pas de problème, mais on va peut-être essayer d'aller plus doucement, de pas forcément se précipiter». Voilà, mais elle avait eu beaucoup de tact et j'avais trouvé ça très bien. Et d'ailleurs, après, je l'avais recontactée et elle m'avait beaucoup aidée, elle m'avait mis en contact avec des gens qui bossaient dans le funéraire et tout. Elle avait été super, super enthousiaste. Mais moi, le moment où je lui en avais parlé, c'était quand même pas au point. Et voilà, et donc j'ai identifié ce projet du funéraire grâce à la formatrice qui, elle, c'est tout de suite, elle était à fond tout de suite. C'était génial. Elle m'a dit: «Mais c'est top ça, mais je connais pas. Ah bon, mais comment tu as eu cette idée et tout ça, c'est super». Et donc, du coup, ça m'a aidée en fait à oser, quoi. Et donc, j'ai parlé de ce projet. Enfin voilà, donc j'ai présenté ce projet-là en fin de programme d'accompagnement. J'ai eu beaucoup de retours positifs de mes de mes co-coachés. Et puis après, c'était un truc un peu incroyable, c'est que je pense que quand on est aligné, quand ça fait sens, bah, la vie, elle nous aide en fait. Hein. Et donc moi, j'ai halluciné, c'est-à-dire que chaque fois que j'en parlais à quelqu'un voilà, de proche, j'ai l'impression que tout le monde travaillait dans le funéraire, ou tout le monde connaissait quelqu'un qui travaillait dans le funéraire. Donc j'ai été très vite orientée vers Sarah, par exemple, qui était quand même géniale, parce que c'est quand même la référence à Pienne. Hein, on va pas se... Et puis Sarah, elle a fait un boulot génial de prospection, de regard sur le funéraire, etc. Enfin, moi, j'adore son travail, vraiment. Et elle a un livre qui s'appelle Mon enterrement comme je veux, qui est vraiment top. Voilà. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Ouais, voilà. Et après, j'ai été très, très vite orientée aussi vers Valérie Guillot-Sionest, qui est une funeral planner qui a 7 ans d'expérience maintenant, 7 ou 8 ans, qui était en fait l'amie d'enfance de mon voisin. Bah, ça ne s'invente pas non plus. Donc, je me suis très vite retrouvée à déjeuner chez elle. Et voilà, et c'était super. Elle était hyper bienveillante, très enthousiaste aussi sur le fait qu'il y ait de la jeunesse qui arrive, pas de la jeunesse relative, hein, mais de la jeunesse qui arrive Un nouveau regard, en tout cas. Ouais, un nouveau regard qui arrive pour faire ce métier-là. Et puis voilà, et puis plus, quoi. Et donc, j'ai fait mes stages après de découverte, etc. Et ça a été limpide, en fait, vraiment limpide. Et donc, je propose depuis, j'ai fait mon premier convoi de façon professionnelle, du coup, parce qu'après, je me suis forcément impliquée dans l'enterrement de mes proches ou de mes amis de façon plus forte depuis que je fais ce métier, enfin, depuis que j'ai ce projet. Mais de façon professionnelle, j'ai fait mon premier accompagnement en avril. Et voilà, et après en juillet, et là, voilà, je suis à ma quatrième famille que j'accompagne. Et je trouve ça formidable parce qu'aucune ne se ressemble. Et en partant d'eux, on arrive toujours à poser des choses qui font sens, en fait. Alors parfois, c'est immense. Hein, parfois, il y a 2 écrans géants, il y a un DJ, enfin voilà, et il y a 400 personnes. Et ça, c'était en septembre. Et puis, c'est en tout petit comité. On se souvient de qui la personne était. Il y a ces tableaux. Là, c'était un monsieur qui faisait de la peinture en amateur. Il y avait ces tableaux partout. Enfin, et c'est très beau aussi. Enfin, tout est beau de toute façon quand on célèbre la vie des gens qu'on a aimés. Voilà, c'est quelque chose qui fait sens, quoi. Et ça s'appelle comment, ton agence, Maya? Ah, maintenant, ça s'appelle Antigone, pour des Pourquoi adieux qui vous Antigone? ressemblent. Pourquoi Pourquoi? Antigone? Ben, Antigone, elle s'est battue pour enterrer son frère. Pour elle, c'était fondamental qu'ils soient enterrés. Et donc, c'est celle qui connaît l'importance des rites funéraires. Voilà. Et qui est prête à se battre pour ça. J'aime bien les combattantes, moi. Ouais, ça me parle aussi, c'est cool. Merci beaucoup, Maya. Et ben de rien. D'Ivoire, tu sais, j'aime beaucoup enfin partager en tout cas des ressources ou des choses comme ça, des livres, des films, documentaires. Est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu aimerais partager? Est-ce que tu as un ou deux livres fétiches ou des... Voilà.
Alors, des livres sur la mort, j'en ai plein parce que pour moi, c'est vraiment, les auteurs m'aident énormément en fait à poser des mots sur ces. Et puis on ne connaît jamais pas tout. Moi, je veux dire, j'ai eu mes deuils, mais il y en a plein que je connais pas, et donc il y a des témoignages, des biographies qui sont magnifiques. Mais je vais parler que d'un parce qu'autrement, je vais vous saouler. Mais en tout cas, moi, j'ai un livre qui est un peu ma bible qui s'appelle Que faites-vous de vos morts avec un point d'interrogation. C'est un livre de Sophie Calle. Sophie Calle, c'est une grande artiste contemporaine complètement folle, complètement barrée, mais géniale, enfin, moi que j'adore, qui a eu plein de projets. Là, elle s'est fait suivre, par exemple, pendant 24 heures par un détective privé, sans savoir quel jour, sans savoir... elle fait des trucs fous. Et elle est très, très marquée par la mort. Elle a déjà sa tombe. Elle a acheté sa tombe déjà aux États-Unis. Elle sait où ce sera. Enfin, voilà, et elle a beaucoup travaillé sur la mort de ses parents. Elle a été jusqu'en Alaska pour déposer des bijoux qui avaient appartenu à sa grand-mère, à sa mère, au milieu de la banquise, etc. Et elle avait fait une expo au musée de la chasse à Paris au sujet de la mort de son père. Et il y avait un livre blanc, en fait, qui était posé à la fin de l'expo, où on répondait tous à cette question, ceux qui avaient envie, que faites-vous de vos morts? Et donc le livre a été ensuite, toutes les réponses des gens qui ont visité l'expo est devenu un livre. Et donc on voit les écritures d'enfants ou de vieilles personnes. Et sur la première de couverture, par exemple, il y a la question. Et puis juste en dessous, un peu raturé, c'est écrit on les enterre par 10. Et ça, c'est le livre. Voilà. En fait, tout le monde a une réponse à cette question-là, et elle est différente pour chacun, et elle est belle chez chacun. Voilà, moi, c'est un livre que j'adore. Merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose avant que je te laisse le mot de la fin, Maya? J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que les gens ne passent pas à côté de l'enterrement de leurs proches. Voilà. Il y a vraiment des nouvelles... je vais reparler d'Apienne, mais voilà, il y a un annuaire professionnel avec des pompes funèbres qui vraiment travaillent sur des adieux personnalisés, avec des officiants, avec des fleuristes, avec des gens qui font des démarches administratives comme toi, avec énormément de bienveillance. Il y a moyen d'être entouré de bienveillance quand on est endeuillé aujourd'hui. Et du coup, voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à aller sur Happy End, trouver les ressources. Du coup, après ça, je te laisse le mot de la fin. Mais c'est ça le mot de la fin. Oh non. Bon, ok, d'accord. Okay. On dira que c'est le mot de la fin. Après, si, moi, tu veux que je dise moi, j'aime bien finir mes cérémonies sur la citation de Malraux. Que tu vois que tu as quelque chose. J'ai toujours un truc à dire, moi, tu sais. Mais non, mais j'adore cette citation, et il dit le véritable tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Et j'aime beaucoup cette phrase. Ah, je confirme. Bon, ça me plaît tout ça. Bon, super. Merci beaucoup, Maya, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toi, Teddy. De rien. Vous qui écoutez, écoutez. J'espère en tout cas ce que Maya vous a dit aujourd'hui, vous a raconté, fait écho chez vous. Et que le prochain coup, le plus tard possible, en tout cas, vous serez confronté au décès d'un proche, mais malheureusement, dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Et vous penserez un petit peu à ces mots, et pourquoi pas faire appel à Maya ou à plein d'autres personnes bordées de bienveillance. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, Maya. Je te souhaite une très bonne fin de journée, et puis à très bientôt. Prends soin de toi. Oui, à bientôt, Teddy. Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, comme toujours, ainsi qu'un petit mot gentil. Ça aide Vivant à se faire connaître, à gagner en visibilité, et ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à nous rejoindre sur la page Facebook et Instagram, @VivantPodcast, et à partager et commenter les épisodes. Vous pouvez également échanger avec moi sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours et de pouvoir discuter avec vous, voilà, tout simplement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube de Vivant, @VivantPodcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir Vivant par ce média. Donc c'est chouette. Je vous dis dans 3 semaines pour le tout dernier épisode de la saison. Et d'ici là, prenez soin de vous.